Bonjour à tous chers étudiants, voici un petit cours de présentation de la corrida. Suivra, je vous l'enverrai soit demain, soit après-demain, un deuxième cours qui portera sur le rapport éthique à la corrida. Il me semble que c'est très intéressant cet aspect-là et ça a été notamment développé par Francis Wolff, dont je voulais absolument vous exposer la doctrine parce que je la trouve tout à fait brillante. Alors je sais que certains d'entre vous auront peut-être un peu de mal avec le propos que je vais tenir, mais c'est vraiment une exposition neutre de ce qu'est la corrida, selon le point de vue bien évidemment de ceux qui y accordent beaucoup d'intérêt. Sans doute qu'ils en feraient davantage l'éloge. Moi je vais essayer d'avoir une approche peut-être descriptive de ces questions-là. Ce cours n'est pas un cours nécessaire pour vous au concours, c'est vraiment pour ceux que ça intéresse, donc vraiment sentez-vous libre de l'écouter ou de ne pas l'écouter. En revanche, celui sur Wolff me semble plus intéressant puisqu'il touche à des questions éthiques et à des définitions aussi de la distinction entre animal sauvage et animal domestique qui pourraient éventuellement intéresser à d'autres cours. Donc moi j'ai vraiment voulu vous parler de cet auteur qui a maintenu un dialogue très ferme d'ailleurs avec Elisabeth de Fontenay tout au long des 20 dernières années sur ces questions de la corrida, et je trouve que son approche mérite analyse. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que la corrida? Bon, bien sûr, c'est la corrida de taureaux, c'est-à-dire d'une race de taureaux qui s'appelle le taureau bravo en espagnol, et qui est un taureau qui a été en quelque sorte éduqué pour combattre. Il est essentiellement un taureau de combat. Il fait entre 450 et 650 kg et un homme d'environ 70 kg va devoir l'affronter. Ça veut dire que ce combat est le combat de la force, de la puissance physique de l'animal face à un individu qui va utiliser non pas sa force, puisque son 10 kg forcément c'est pas grand chose, mais qui va utiliser plutôt l'intelligence et la ruse pour détourner la puissance indomptée de cet animal. Donc vous constatez que ce combat réaffirme clairement la distinction entre l'homme et l'animal et la capacité de l'homme à dompter par le biais de la culture, par le biais de la ruse, la sauvagerie et la puissance physique de l'animal, notamment en détournant sa charge par des subterfuges. Donc un animal, un taureau bravo, lorsque il a en quelque sorte un adversaire, eh bien il le charge. Et cette charge, si nous la recevions frontalement, eh bien nous en mourrions, mais nous allons pouvoir la détourner par des subterfuges qui sont notamment les capes par exemple. Il est évident que l'un des enjeux, vous le voyez, est ici d'affirmer ou de réaffirmer sa capacité de domination. Et c'est d'ailleurs souvent un argument allégué contre la corrida, par les partisans de son abolition par exemple, qui est que cela maintient vive une culture de la domination, là où certaines approches modernes chercheraient à développer d'autres rapports avec les animaux. Et la question est quels autres rapports pourrait-on avoir avec des taureaux? Ça reste un animal extrêmement sauvage, à la force colossale, et dès l'Antiquité, je le rappelle, les jeux du cirque opposaient souvent dans l'arène des fauves venus d'Afrique et des taureaux, et c'était toujours les taureaux qui sortaient vainqueurs de ces combats. Alors le taureau est destiné à ces corridas et il n'est pas choisi au hasard. J'en reparlerai à propos de la position de Francis Wolff, mais on peut rappeler d'abord que tous les taureaux ne sont pas des taureaux bravos, c'est-à-dire que c'est une sélection qui a été opérée par l'homme, de la même façon que nous avons créé le chien, que nous avons créé le cheval. Eh bien, nous avons, nous, êtres humains, domestiqué et créé le taureau bravo. Chaque éleveur a des choix aussi de sélection, notamment la sélection, bien sûr, de ses pères et mères qui vont fabriquer un animal particulier. C'est le cas de n'importe quel élevage, vous le savez, la sélection par les ascendants. Chaque éleveur va avoir une arène chez lui et toutes les vaches, donc les mères, qui ont entre 2 et 3 ans, vont faire l'objet
de ce qu'on appelle des tienta, T-I-E-N-T-A, qui sont des essais pour analyser le comportement de cette vache. Elle rentre dans l'arène, et dans cette arène, un picador avec une toute petite pique qui fait des blessures faciles à soigner, et un matador expérimentés vont voir comment la vache se présente. Alors qu'est-ce que c'est que cette idée de se présenter? Eh bien, est-ce qu'elle est craintive ou est-ce qu'au contraire elle y va? Ce qui s'appelle la bravoure dans le vocabulaire des aficionados et des éleveurs. C'est-à-dire que vous avez des vaches qui très spontanément vont fuir et ne vont pas manifester cette bravoure. En revanche, on a des vaches qui y vont, c'est-à-dire qui font fi de la douleur, qui y retournent un peu comme sur un champ, sur un ring en quelque sorte, ou sur un champ de bataille. Vous avez des hommes qui eux aussi donc sont plutôt faibles, couards, lâches, etc. et vont fuir, alors que vous avez des individus qui sont forts au combat, des boxeurs qui retournent sur le ring, qui se relèvent, et on va tester cette capacité de la vache à y retourner. On va également tester sa noblesse. Qu'est-ce que c'est que la noblesse? C'est lorsqu'elle est devant un leurre, c'est-à-dire par exemple une petite cape, est-ce qu'elle fonce dessus? Ou est-ce qu'au contraire, elle descend son mufle vers la muleta posée au sol, c'est-à-dire qu'elle est facilement humiliée? Donc on va analyser des qualités, je vous les donne. Il y a la noblesse donc dont je viens de vous parler. Est-ce qu'elle fonce ou est-ce qu'elle s'humilie facilement, c'est-à-dire qu'elle baisse la tête et donc s'humilie? La bravoure dont on a parlé tout à l'heure, cette capacité à, malgré les petites blessures, retourner dans l'arène comme un boxeur sur le ring. Et puis on va également juger de sa vivacité, c'est allegria, c'est-à-dire que elles viennent au combat toutes seules, qu'on n'ait pas besoin d'aller la chercher, d'aller la provoquer, qu'elle ait une espèce d'appétence naturelle à combattre. On ne sélectionne pas un animal qui, par son caractère, n'a pas ces trois qualités. Donc lorsqu'un animal n'a spontanément pas d'allégresse, de vivacité à aller au combat, et qu'il faudrait aller le chercher, le titiller pour qu'il lutte, qu'il s'humilie facilement et qu'il fuit, eh bien, on va considérer que cet animal n'a pas le tempérament requis pour devenir un reproducteur, une reproductrice pour un futur taureau bravo. Donc ce que vous remarquez, c'est qu'il y a quand même une approche individuelle de l'animal. On ne met pas tout animal dans l'arène ni dans les boxes de reproduction. On ne fait combattre que des animaux qui manifestent une certaine ardeur au combat. Et je pense que on se reconnaît un peu là-dedans, c'est-à-dire que tous les êtres humains n'ont pas envie de sport de combat, par exemple, mais certains d'entre eux, oui, et on les laisse y aller. On va également, parallèlement, faire ce qu'on appelle la tienta, donc un essai à nouveau, mais des machos. Les machos, c'est les reproducteurs mâles. On vient de sélectionner les reproducteurs femelles. On va faire pareil pour les sementales, donc ceux qui ont la semence, c'est les reproducteurs mâles. Et dans les grandes ganaderias, c'est-à-dire dans les grands élevages, je vous donnerai quelques noms et dans les plus modestes également, eh bien on organise comme cela des tientas de machos qui permettent de dégager là aussi un reproducteur mâle qui a les qualités que nous venons d'évoquer de bravoure, de noblesse et de vivacité. Et il va devenir un reproducteur qu'on va accoupler avec la femelle qu'on a sélectionnée en tienta. Alors je rappelle que les ganaderia, G-A-N-A-D-E-R-I, 2LAS, ce sont ces grands élevages qu'on a souvent dans le sud de l'Espagne. Miura, M-I-U-R-A, sont une grande famille d'éleveurs. Victorino Martin, comme Martin. Pablo Romero, R-O-M-E-R-O. La Guardiola, en Espagne. En France, on a par exemple un grand élevage qui s'appelle Ionet, Y-O-2-N-E-T. Ce sont des lieux où donc on va fabriquer en quelque sorte ce taureau de combat à partir de ses ascendants. Et très notablement, il y a des familles de taureaux qui vont être en quelque sorte connus pour leur grande bravoure. Donc ils ont, ces animaux, une sorte d'arbre généalogique. On sait qui a été le père, le grand-père, l'arrière-grand-père de ces taureaux. Et on sait que globalement cette famille-là est plutôt portée au combat, alors que d'autres bien sûr ne le sont pas.
Les autres animaux sont envoyés au bout d'1 an ou 1 an et demi à l'abattoir, ce qui est le cas de toute la viande que nous consommons. Nous mangeons des bœufs qui ont entre 1 et 2 ans, des taureaux de même. Un animal donc sélectionné devient le reproducteur, et lorsque, au combat, j'en reparlerai, lorsque dans une corrida, un animal a manifesté une bravoure exceptionnelle, on peut le gracier, c'est-à-dire ne pas le mettre à mort à la fin du combat. Et l'un des moyens de le remercier, c'est d'en faire un reproducteur pour la suite de sa carrière ou de sa durée de vie. Un animal, globalement, qui est voué au combat, va être en quelque sorte un combattant entre ses 3 et 6 ans, ou 4 et 6 ans. Je rappelle qu'un animal tué pour sa nourriture l'est au bout d'1 an et demi. Jusqu'à cette pratique de la corrida, comment vivent les animaux? Les animaux ne vivent pas dans des élevages de type ferme des 1000 vaches, où ils n'auraient pas de lieu paisible pour paître et pour s'ébattre. Ils sont dans de très très grands enclos, plusieurs hectares d'enclos, et on sent que donc ces ganaderias tiennent au confort de leurs animaux. Donc ils s'opposent très souvent à la manière très brutale dont les industries agroalimentaires traitent les animaux. Ils ne se sentent pas concernés par cette manière particulière de traiter l'animal, puisqu'ils lui apportent à cet animal de très grands soins durant les 6 ans de sa vie, par exemple. Les animaux peuvent donc vivre très spontanément et paisiblement dans cet enclos. Parfois, il arrive que deux machos, donc parce qu'ils ont cette espèce de virilité, ils sont des reproducteurs, s'entretuent. C'est leur agressivité naturelle, cela peut arriver. Les taureaux qui vont combattre, en revanche, sont des taureaux puceaux. On ne fait pas toréer des animaux qui ont déjà une expérience du combat ou une expérience de la reproduction. On considère que les animaux doivent arriver puceaux. C'est cette idée de pureté que l'on retrouve notamment dans le sacrifice des vierges dans l'Antiquité. Un animal que l'on sacrifie est un animal qui reste pur à plusieurs niveaux, je vous en reparlerai, notamment une pureté qui serait celle qui n'est pas reproducteur, qu'il n'a pas donc enfanté, qu'il est puceau, mais qu'il n'a pas aussi combattu, c'est-à-dire que c'est un être vierge de tout combat. Alors pour une raison qu'on pourra évoquer, et qui est le fait qu'un animal qui a combattu une fois s'habitue au combat et sait très très rapidement mémoriser les roublardises, les ruses du torero, si bien que le torero se ferait tuer dès le début du second combat, parce que tous ces effets de manche du torero seraient connus du taureau. Donc on joue bien sûr sur ce fait que c'est un animal extrêmement intelligent et qu'on le veut en quelque sorte dans cette espèce de naïveté naturelle qui fait que son premier combat est véritablement un premier combat où il découvre le combat. Donc une fois que ces taureaux vivent dans la ganaderia, eh bien il faut se rappeler aussi que la plupart des grands ganaderos se revendiquent d'un rapport éthique et d'un rapport surtout, on va dire, écologique, environnemental. On plante les territoires de chênes verts alors que sans la présence des taureaux, l'équilibre de ce territoire serait mis à mal et donc sans leur présence pourrait se désertifier, ça a déjà été le cas. Donc on peut considérer que lorsqu'on a une ganaderia, on a un souci aussi environnemental. D'abord on préserve l'existence d'une race qui existe et qui n'existe d'ailleurs que en vue de cet élevage d'animaux taurins. Sans ces donc élevages, et l'espace risquerait une désertification et pourrait éventuellement donc faire disparaître ces taureaux bravos. Donc les animaux toréés doivent être neufs, je vous le disais, sans formation, donc ils ne connaîtront pas de tienta. Les essais sont pour les reproducteurs, mais sûrement pas pour un animal. Un animal n'est toré qu'une fois, sans quoi il aura vite appris à tuer son adversaire. Alors, d'un point de vue historique, les premières corridas ont été organisées sur une place carrée au centre des villes et des villages. Les jeux taurins se faisaient à distance et à cheval et ont d'abord mis en scène la force de l'être humain qui combat avec des lances.
Donc des gens détournaient l'attention avec des capes pour que le lancier puisse tuer le taureau. Et c'était vraiment une simple mise à mort. Bon. Un homme à la fin du XVIIIe siècle qui s'appelle Pepe Illo. Alors excusez-moi pour la présentation, j'ai jamais fait espagnol, donc je suis très maladroite, donc c'est Pepe Illo, je sais pas, H-I-2-L-O. Donc Pepe Illo fixe pour la première fois les règles de la tauromachie en 1796. Et une très célèbre toile de Francisco Goya à cette époque représente pour la première fois la tauromachie. Avant, c'est-à-dire au XVIe jusqu'au XVIIIe siècle, c'était une tauromachie à cheval. Peu à peu, elle va devenir une expérience de piéton. Les pieds interviennent de plus en plus et font passer au second rang les picadors pour valoriser le matador. Donc celui qui tue n'est plus le picador à ce moment-là, mais bien le matador, c'est-à-dire celui qui mata, qui tue. Le torero donc devient matador, alors que jusqu'à présent c'était le picador qui était matador. Le torero, qui est-il? C'est celui qui affronte le taureau à pied et à corps découvert. Et ce rapport va beaucoup plus intéresser le peuple que le rapport dominant d'un picador sur son cheval avec sa grande lance. Et cette dimension populaire fait que cet art qui était en quelque sorte un art de la noblesse, qui dominait sur le taureau, qui était en bas du picador, et bien cette fois il y a une espèce d'horizontalité qui fait que le peuple est comme le torero, un individu à pied, un individu qui n'est pas un chevalier ou un cavalier, n'appartient pas à la noblesse. Et c'est pour cela qu'il va y avoir très rapidement un intérêt, on va dire, du public à cette pratique de la corrida. À partir de la fin du XVIIIe siècle, je vous ai dit que la codification avait lieu avec Pepe Illo, mais dès le début du XVIIIe siècle, c'est devenu un spectacle plutôt public, et l'on va créer avec ce public des premières arènes, début XVIIIe siècle, avec des gradins. Et ces gradins vont permettre d'accueillir un public vaste, à peu près 3500 places pour les premières grandes arènes. Comment devient-on donc un matador torero, un torero matador? Eh bien, on est d'abord un novillero, c'est-à-dire un nouveau. Un novillero qui commence par des novilladas. Et ces novilladas se font sans picador, c'est-à-dire qu'on affronte les bêtes, mais on affronte des bêtes qui ont moins de 3 ans. C'est-à-dire que leur jeunesse fait qu'ils sont moins gros, et comme ils sont moins gros, ils ont moins besoin d'être domptés d'en haut, c'est-à-dire d'être piqués par le picador. On peut les torer dans de petites arènes lors de novillades, donc les novilladas. Le novillero, c'est-à-dire ce jeune torero, va torer ainsi dans des novilladas à peu près une trentaine de fois pour se faire la main. Et il passe petit à petit à des taureaux de 4 ans. Et là, le picador va intervenir avec une pique petite qui blesse moins, une pique qu'on appelle de novillada. Quand le jeune torero a fait à peu près une trentaine de novilladas, puis 18 novilladas piqué, c'est-à-dire avec le picador à côté de lui, il va prendre ce qu'on appelle l'alternative. L'alternative, c'est une sorte d'investiture par ses pairs. Il va torer, cette fois, des animaux qui ont entre 4 ans et demi et 6 ans d'âge. Ce sont des animaux qui sont colossaux, et bien évidemment que lorsque on passe son alternative, eh bien on devient un torero au sens le plus noble qui soit. Le but de la corrida, qu'est-ce que c'est? C'est de tuer le taureau, bien évidemment, c'est vrai, mais en lui faisant baisser la tête. Et pour cela, il faut le piquer dans une partie de son cou, qui est une partie graisseuse, qu'on appelle le morillo, et qui est une partie peu innervée. Alors lorsque vous entendez par exemple des hommes qui contestent la corrida, et ils ont, c'est vrai, des raisons d'empathie, de refus de la mort de l'animal et de la dimension de divertissement que cette mort peut incarner, eh bien, j'ai souvent lu des articles où, et c'est le cas notamment de Baraté qui en parle aussi, sur le fait que cette partie, le morillo, serait plus innervé dans la profondeur et que parfois, eh bien, le geste irait en profondeur et que l'animal serait véritablement en souffrance.
Je crois que là aussi, eh bien, seuls les travaux d'éthologie et de connaissances biologiques de ce qu'est l'animal peuvent véritablement indiquer ce qu'il en est de ces questions. Je ne veux pas m'engager sur ces questions-là, mais il me semble que un animal qui est bien tauré et un animal qui est mal tauré, c'est aussi toute la différence entre un animal qui souffre particulièrement et un animal qui souffre mal ou peu ou pas, excusez-moi. C'est-à-dire que, en effet, mal piqué, c'est piquer douloureusement, et piquer correctement dans le morillo, c'est piquer correctement, c'est-à-dire éviter une souffrance inutile à cet animal. Je ne reviens pas sur ces questions-là parce que je crois que Baraté, à travers son texte que je vous ai fait lire sur ce combat entre Islero et Manolette, évoque bien cette difficile identification du degré de souffrance qui est celui de l'animal. Je crois qu'il décrit très très bien la sidération de l'animal qui arrive dans l'arène, qui est sollicité de part en part, qui va souffrir petit à petit, s'épuiser, avoir du mal à s'oxygéner. Mais je sais également, pour en avoir parlé avec des partisans de la corrida, qu'il est des moments où on accepte aussi que l'animal puisse se réoxygéner, puisse prendre un peu de... se reprendre, se remettre de son combat. Et je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec ce qui se passe dans un combat d'homme à homme, et qui est notamment le cas de la boxe sur un ring, où il y a des moments où en effet l'homme souffre, l'homme se prend une pêche qui le sèche, puis peut se relever ou pas, être KO, et ça fait partie aussi de cette dimension de combat. Donc je vous renvoie bien sûr à ce texte de Baraté qui m'a touchée, parce que je trouve qu'il fait apparaître aussi une dimension qui pourrait d'ailleurs éclairer et intéresser, je pense, certains aficionados aussi. Donc lorsque on pique dans le morillo, on teste la bravoure du taureau. Pourquoi? Parce que sous le fer du picador, eh bien, certains animaux vont spontanément fuir et ne pas vouloir affronter le cheval et sa pique. C'est le picador qui pique au morillo, et donc le picador, lui aussi, a bien tauré, c'est-à-dire à savoir viser cette partie-là, plutôt que mal viser et là atteindre des parties plus innervées et qui vont mettre bien sûr le taureau dans un état de lutte beaucoup plus agressive, on le comprend. Alors la corrida se compose de 3 moments qu'on appelle 3 tiers, 3 tertios. On reçoit d'abord le taureau avec une cape rose. Vous avez peut-être vu déjà ces situations où on le voit débarquer dans l'arène et on va attirer son attention. Attirer son attention et lui faire entendre qu'on existe, qu'on est là devant lui, et on va canaliser cette force fougueuse qui arrive dans l'arène. On apprend à qui on a affaire. C'est-à-dire que c'est un moment où en quelque sorte les deux adversaires apprennent l'un sur l'autre. Quel sera le comportement de qui? Et une évaluation réciproque se fait. Le picador entre en scène, pique l'animal. Si l'animal est fort, il va résister à la pique, retourner au combat. S'il est faible ou couard, une pique suffira pour le soumettre. Certains taureaux très nobles peuvent désarçonner le cheval et le picador en le poussant. Il est possible, dans des corridas où l'animal est très puissant, d'aller jusqu'à 6 ou 7 piques de picador. C'est ce qu'on appelle le premier tertio, et qui est donc, je vous le disais, un double travail à la cape pour voir comment il bouge dans l'espace, comment il est attentif à ce qui se passe et comment on va pouvoir canaliser son action, et puis un travail à la pique qui peut être plus ou moins long selon la bravoure de l'animal. Le second mouvement est le deuxième tertio. C'est un mouvement qui va donner un peu d'air à l'animal. L'animal s'est fatigué durant la période où il affrontait le picador, et donc il n'y aura plus de picador dans cette arène. Il y aura un moment où l'animal va pouvoir bouger davantage, courir, se réoxygéner en quelque sorte, et là il va être face à un matador qui lui plante dans le morillo des petites banderilles. Sa vue se trouble lorsqu'il fonce sur le torero. On le soulage pour qu'il court à nouveau, se réoxygène, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement de va-et-vient au combat. Je te sollicite, puis je te laisse te récupérer. Et je te sollicite et je laisse, en quelque sorte, ton corps se réoxygéner. On sait que l'animal, vous vous souvenez, ne voit pas droit, donc il voit sur les côtés, donc il a tendance à ne pas foncer, mais à aller de biais, donc on va le solliciter par les parties de côté.
Ce deuxième mouvement étant achevé, on passe à un troisième tertio qui est ce qu'on appelle la faena des moulettes, qui est ce moment où le matador va poser sa cape rose et prendre une muleta de serge rouge qui est tenue par un bâton, donc elle est très droite, hein, elle a un aplomb en quelque sorte, et dans laquelle est cachée une épée. Vous avez d'un côté de la main droite le bâton avec l'épée, le bâton c'est le palo, et l'épée derechazo, D-E-R-E-C-H-A-Z-O. Et puis de l'autre main, il tient une épée qui s'appelle l'estoc. Donc de la main droite, il tient l'estoc et de la main gauche, il tient la moulette avec le bâton. Et le taureau va passer près de lui, c'est ce qu'on appelle la naturelle. Quand on taurait, on peut être soit de face par rapport à l'animal, soit de profil. De profil, ça veut dire qu'on attire la charge du taureau puisqu'il nous voit. Donc il va filer en ligne droite sous la muleta, hein, sous donc cette cape de serge rouge. Ce n'est pas la manière la plus appréciée parce que le taureau n'est pas vraiment tauréé. Il passe sous. Pour taurer véritablement, il faudrait être de face à lui en quelque sorte, et au dernier moment, se détourner la charge du taureau, ce qui est plus difficile à faire et ce qui va dessiner une sorte de point d'interrogation. Toute cette faena, donc cette approche, consiste à dominer le taureau et à l'asservir pour que, après coup, après l'avoir asservi, il soit tué. Et il va de lui-même se baisser, c'est-à-dire que c'est comme s'il acceptait la soumission à quelqu'un de plus fort que lui. C'est une attitude qu'il a face à des taureaux plus forts d'ailleurs. Il se baisse et c'est le moment de l'estocade. S'il n'a pas été dominé, si cet animal véritablement n'a jamais abandonné, eh bien on peut le gracier. Voilà. Donc, on distingue deux manières d'envisager la corrida. Vous avez ce qu'on appelle l'afición torerista, c'est-à-dire des aficionados qui vont, enfin des amateurs qui vont voir la corrida pour voir un torero de renom. C'est-à-dire que voilà, vous avez un grand nom, hein, et vous allez voir ce torero toréer, c'est lui qui vous intéresse. Et on sait que donc certaines villes comme Nîmes par exemple, ou Séville en Andalousie, font plutôt des grandes corridas où il y a des toreros de renom. Madrid et Vic en France, Vic-Fezensac, ce sont des endroits au contraire où c'est plutôt l'afición torista, pas torerista mais torista, c'est-à-dire que là ce qu'on vient voir c'est d'abord des taureaux. On sait qu'il va y avoir des taureaux qui sortent de grands élevages, les Miura, Pablo Romero, etc. Donc on va aller plutôt voir le taureau. C'est pas la starification en quelque sorte du torero, mais c'est le taureau des élevages particuliers qu'on vient voir à Madrid. Et c'est pour ça qu'il y a une espèce de purisme qui fait que la plupart des vrais aficionados en quelque sorte sont plutôt attachés à aller voir des animaux qu'à aller voir des hommes. C'est intéressant ce rapport, c'est-à-dire que finalement il y a un tel amour du taureau que c'est lui qu'on vient voir combattre plus qu'un homme face à lui. C'est son attitude à lui qui compte davantage que l'attitude d'un homme. Alors voilà, j'ai essayé de l'aborder de la manière la plus sobre qui soit, c'est un peu délicat, j'espère que vous aurez appris des choses déjà sur ce qu'est la tauromachie. Je ne suis pas entrée dans des détails parce que forcément pour ça il faut peut-être y aller et voir ce spectacle-là, qui est un spectacle un peu paradoxal. J'aimerais simplement conclure sur quelque chose. Lorsque je vais faire cours sur Francis Wolff, je vais travailler essentiellement sur son approche éthique. Et l'approche éthique est une manière très particulière et très audacieuse d'aborder la corrida. Puisque la plupart du temps, lorsque vous lirez, je ne sais pas moi, des œuvres d'art, ou que vous regarderez des œuvres d'art, ou vous lirez des romans, je pense à Michel Leiris par exemple, qui est un grand amateur dans les années 50 de corrida, ou que vous irez voir des toiles de Picasso représentant le torero et le taureau, eh bien, cette culture-là vous dira quelque chose qu'il y a de l'esthétisme dans la corrida et que les gens qui vont la voir veulent voir un rituel régulé,
organisé, il y a des lois. Ça n'est pas un combat anarchique. Il faut respecter les règles. C'est peut-être ce qui opposerait, je sais pas moi, la boxe thaï par exemple, où on met des coups de partout, à une boxe à la française ou à l'anglaise, où là, eh bien, il y a des coups qui sont permis et d'autres coups qui ne sont pas permis parce qu'il y a une dimension véritable de respect. Alors je dis pas qu'on ne respecte pas dans la boxe thaï, mais il y a davantage cette dimension un peu de défouloir dans la boxe thaï que dans la boxe française ou anglaise. Donc le fait qu'il y ait par exemple une dimension esthétique, c'est un des aspects que les animalistes ont beaucoup de mal à recevoir, et je pense que ça ne convainc pas un public d'animalistes, bien évidemment. En revanche, cette idée qu'il puisse ne pas y avoir de violence du tout, de notre endroit à l'endroit de l'animal, ni de violence tout court, il me semble que c'est très difficile à défendre. Je crois qu'il y a en l'être humain une violence qu'il doit dompter, bien évidemment, grâce à la civilisation, grâce à la sublimation de ses pulsions. Autrement dit, il est peut-être en effet plus beau de représenter le taureau dans l'arène que de le mettre à mort, mais dans la mise à mort rituelle, il y a une dimension d'esthétisme et donc sans doute de sublimation de la pulsion. Que la pulsion s'exprime, c'est une nécessité chez l'être humain. Maintenant, la question, c'est de savoir comment elle va s'exprimer. Tuer n'importe qui, n'importe quand, et se défouler de violence, par exemple en croisant un homosexuel et en l'attaquant dans un crime homophobe, ok, c'est de la pure violence assassine. À travers la corrida, cette violence est en quelque sorte mise en scène, comme dans la tragédie grecque. Et le fait qu'il y ait 3 tiers, 3 actes, en quelque sorte, ça évoque aussi cette dimension de tragédie. On ne peut pas faire en sorte qu'un être humain ne soit que paix. Je crois qu'il faut accepter aussi que même si les droits nous y incitent, nous ne sommes pas un être de pure pacification. Nos pulsions doivent s'exprimer sur un territoire. Et ce territoire peut être, je ne sais pas moi, un ring de boxe, et de la violence s'y donne à voir. Imaginer une humanité sans violence aucune, c'est imaginer une humanité qui n'est pas. C'est avoir une idée d'humanité, un fantasme de ce qu'est l'humanité. De 2 choses l'une donc, soit on exprime de manière brutale et sans code, sans règle, la violence qui est en nous, soit on la détourne, on la ritualise et on en fait quelque chose qui puisse être un beau spectacle. J'avoue que de ce point de vue-là, je me sens assez proche de cette violence-là, dans la mesure où je ne crois pas qu'on puisse l'éradiquer, je crois simplement qu'on puisse la sublimer. Donc je me sens proche de la tragédie grecque, qui ne nie pas la violence, mais qui en fait quelque chose comme une sublimation. Je comprends le discours de Nietzsche sur le dionysiaque et sur cette nécessité que l'apollinien vienne lui donner de la forme à ce dionysiaque. Je comprends le discours de Freud aussi sur cette idée que la civilisation, c'est un vernis qui risque de craquer à chaque instant, et c'est par la sublimation éventuellement que nous pouvons aussi dompter quelque chose de nos pulsions. Mais par contre, l'idée d'une éradication, une espèce de castration absolue de notre violence et de notre animalité aussi, c'est une part de notre animalité, me semble peut-être un idéalisme à la bisounours ou quelque chose dans ce genre. Donc c'est pour cela que je crois qu'on peut aussi considérer que des spectacles comme cela, il en faut aussi pour ces raisons de nécessité de la sublimation, comme il faut des sports de violence parfois aussi pour cela. Alors le fait qu'on mette à mort, il y a des pays dans lesquels on ne met pas à mort le taureau dans l'arène, je crois que c'est le cas notamment au Portugal, mais enfin ce taureau sera mis à mort hors l'arène et sera destiné là encore à fabriquer de la viande. Donc voilà, il n'y a pas de solution qui me semble être une solution absolue, et c'est pour cela que réfléchir à la nécessité d'en passer par une symbolisation, une sublimation, me semble intéressant. Voilà, j'aborderai la fois prochaine donc l'approche de Francis Wolff. Je m'appuierai sur un article que j'ai trouvé absolument pertinent et passionnant de lui. Donc d'ici un jour ou 2, je vous remercie de votre patience. À bientôt.